Bonjour tout le monde. It's going to be an exciting moment. The first thing I want to tell you is that when I contacted Marc Garneau's office and Margaret Guest, who I thank very much for helping us organize this, I never thought that this was going to take me this much work. And I didn't think that the office of Madame Brière would answer so fast. So it's been a surprising amount, but it's been also a pleasure because I've had the chance to follow my passion, which has been getting startups to think long term. And COVID, the day it happened, my concern wasn't immediate. It was going to be what the long-term impact, because I'm myself an entrepreneur for a long time, and I've lived a few crises: 2008, aerospace, real estate, so on. And the learned lesson for me is that they last 2 years. They don't last 2 months. You need solutions for the short term, but it's amazing how long they last. So it's been a lot of fun to work with the entrepreneurs and to unite what I'm going to call today winning entrepreneurs. These entrepreneurs that we've asked you to speak with, they've all done sales. They all sell in Canada, outside of Canada. Most of them have raised funds of significant amounts, so they have investors that testify to their value proposition, and they have an employee bank. They have their own payroll that they have to meet every 2 weeks, so I think I'll introduce them later. The other thing is I want to take this moment to thank two other organizations which joined us. Donc, c'est deux organisations. Une qui s'appelle CEIM, dont le président est Serge Bourassa. CEIM, c'est le Centre d'entrepreneuriat et innovation de Montréal. Et une autre qui s'appelle Le Camp à Québec, dont le président est Sébastien Tanguay, qui, je pense, sont en train de nous écouter. Je les ai invités. Et donc, dans ce contexte-là, ce qu'on doit vous dire en premier lieu, c'est qu'on est très reconnaissant que vous aviez accepté d'être présent avec nous aujourd'hui. Je suis très content que vous, en tant que secrétaire parlementaire, vous preniez le temps de bien vouloir dialoguer avec nos startups. Donc sur cette note, je sais que vous représentez l'Agence de développement économique du Canada et que vous vous êtes préoccupé par comment aider certains aspects de l'économie. Et je crois que vous nous démontrez en étant présente aujourd'hui que le monde que je vais appeler le secteur de l'innovation tech, les tech startups sont aussi dans vos préoccupations. Donc sur cette note, je voudrais vous donner la parole. Je peux vous dire qu'en deuxième partie, on a demandé à nos entrepreneurs de bien réfléchir à ceci, et ils vont chacun vous évoquer un sujet de préoccupation et probablement nous animer d'autres questions via le chat. Donc je ne perds pas plus de temps et je vous demanderai donc de vous présenter et peut-être de nous présenter le programme actuel, votre vision actuelle en tant que gouvernement. Bienvenue, Madame Brière. Oui, merci beaucoup. Thank you for the organization of that meeting. It's always a pleasure to join a group like yours and to listen to your preoccupation and your issues regarding the present situation. Je suis Elisabeth Brière, je suis nouvellement députée de la circonscription de Sherbrooke. J'ai été notaire pendant près de 30 ans et j'ai eu le privilège d'être désignée secrétaire parlementaire à Développement économique Canada pour la ministre Joly, ce qui m'amène pendant la crise à faire plusieurs appels pour toute la province du Québec pour entendre justement quels sont les enjeux, les préoccupations qui se vivent dans chacune des régions. Et c'est ma foi très spécifique à chacune des régions. Vous pouvez certainement vous en douter. J'aimerais aussi saluer tout le travail que vous faites dans vos milieux respectifs et dans cette situation-là qui est pour le moins particulière. On va avoir besoin de vous pour prendre part aux discussions qui vont regarder la reprise, la relance, parce que votre connaissance des milieux, des startups, des jeunes pousses et votre rôle de courroie de transmission là, que vous jouez parmi toutes
les institutions, les projets qui naissent de vos différents milieux et tout l'accompagnement que vous faites. Mais c'est sûr que c'est ça qui va favoriser la mise en place d'un plan qui va vraiment refléter là, tout le dynamisme et la mobilisation de notre écosystème d'innovation. Alors, je vous félicite, je vous salue et c'est un plaisir d'être avec vous encore cet après-midi. Est-ce que vous souhaitiez que je vous fasse une petite revue des différents programmes que le gouvernement a mis en place? Oui, s'il vous plaît, on pensait que ce serait une bonne façon de démarrer tout ça. OK. Alors, first we have the CERB, Canada Emergency Response Benefit. It's a benefit of $2,000 for any workers who have worked before the COVID. And you can use it for 4 months. And you can also work for to get a salary of not more than $1,000 per month. We have also the Canada Emergency Wage Subsidy. This subsidy will cover 75% of an employee's wages for employers of all sizes and across all sectors, including not-for-profits and charities. So we have been very open. We listened to what we heard in different sectors, because if you remember when we announced that wage subsidy, we heard some insatisfaction. And then as for any other announcement, we were there and we on a apporté différents assouplissements à toutes ces mesures-là là, qui avaient été annoncées au départ. What else? We have the CIBA, the Canada Emergency Business Account, where you can get a loan of $40,000 if you have payroll between 20,000 and 1.5 million in your annual payroll. So it's an interesting measure that you can get from the government. And there's also the Canada Emergency Commercial Rent Assistance, the CECRA. The details will come for that measure, but it allows the renter to get a 50% benefit of the rent. So they need an agreement between the renter and the locataire. What is it in English? The tenants, that's it? Yeah. And then he will receive the 50% rent assistance. As I said, the details will come for that measure. We also have the Canada Summer Job that is very interesting for students and employers. This program will allow employers to receive up to 100% of the provincial hourly wage for each employee. And the program had been extended to the date for employment to February 28, 2021. Also, we have support for business like deferral for GST payments. And you can also, pour les déclarations d'impôts, on peut les déposer plus tard et payer aussi les impôts pour une date ultérieure. And yesterday we announced a big measure for big enterprises, so big businesses can benefit of loans, but it's not for restructuration. It's very if they are in needs. So we are very proud of all our programs.
and very proud of how Canadians respond to the present situation. Thank you. Thank you. And we've also seen the programs that some of our startups have benefited from. Ils ont fait la demande aussi avec des programmes avec NRC et donc ça, avec notre Conseil national de recherche. Et ça aussi, c'était un programme assez important pour les startups parce que on va commencer à vous présenter le sujet. Les startups ne rentrent pas forcément dans la case économique classique, enfin des analyses plus classiques. Et je vais inviter sur cette note, si vous me le permettez, je vais inviter Mathieu Allaire. Mathieu, tu peux peut-être prendre la parole et nous expliquer un peu en anglais ou en français. Au fait, everyone should feel free to speak English or French is what the office of Madame Brière told me before. So please, sentez-vous à l'aise. Ouais, je vais y aller en français. Vas-y, Mathieu. Good. Bonjour, Madame Brière. Mon nom, c'est Mathieu Allaire. Je suis directeur général et cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Agendrix. Donc, on développe un logiciel de gestion d'employés qui vient simplifier la planification des horaires, le suivi des feuilles de temps, puis la communication. L'entreprise a été fondée en 2015, puis aujourd'hui, on est une équipe de 28 au service de plus de 75 000 utilisateurs un petit peu partout dans le monde. J'aimerais aussi mentionner qu'on est une entreprise entièrement sherbrookoise. Donc, étant également notre député fédéral, ça va vraiment me faire plaisir de pouvoir discuter davantage avec vous dans le futur. Donc, ma question pour vous aujourd'hui, on sait que les startups technologiques ne répondent pas essentiellement aux critères d'admission classiques comme la margination lorsqu'elles envisagent un financement auprès des institutions financières. Ces critères sont souvent demandés par les organisations qui les financent, que ce soit paragouvernemental ou bien gouvernemental. Avez-vous envisagé un processus de consultation pour trouver une approche qui pourrait être alternative aux différents critères d'admission qui aiderait à financer les startups technologiques? Merci. Je peux répondre maintenant. En fait, un programme qu'on espère là, qui va répondre à votre question, c'est le programme Paris du phare, là, dont les détails vont sortir cette semaine. C'est l'aide qui a été annoncée pour Développement économique Canada, le 675 millions, et SADC, le 287 millions. Donc, actuellement, parce qu'on est très conscient là, que, comme vous le soulignez, Mathieu, les startups passent un peu dans les mailles du filet, mais on souhaite grandement que avec ces deux programmes-là, là, il y ait de l'aide. Et ce que je voudrais aussi souligner, c'est que depuis le début de la crise, le gouvernement a été très alerte, très à l'écoute et proactif. Lorsqu'on constate qu'il y a des gens qui ne rentrent pas dans une ou l'autre des mesures, bien, je pense qu'on revient avec soit des assouplissements ou un nouveau programme pour faire en sorte d'aider le plus de monde possible. Alors, on va continuer dans ce sens-là. Merci Madame Brière, parce que oui, ce qui nous et au fait, j'ai demandé aux startups de préparer des questions entre guillemets, mais prenez-les comme des suggestions de travail. On ne va pas vous mettre sur le. J'avais pas du tout l'intention de vous mettre sur le spot là ou de vous imposer quoi que ce soit. Oui, mais je suis content d'entendre qu'on pourra avoir un dialogue parce que ça veut dire que nous, quand on verra le programme, on sera en mesure de revenir vers vous et de dire, écoutez, on a peut-être deux ou trois choses à corriger. Je vais passer à la prochaine question, mais on est content de savoir que oui, vous y réfléchissez de plusieurs façons. Christian, Christian Dansereau va nous présenter, il va nous présenter son entreprise et sa population. Christian. Merci, Xavier. Perceive AI is a precision medicine company. We leverage AI to identify subpopulation of interest for clinical trials. The objective of the company is to improve treatment efficacy through better patient selection. So my question for you is, Canadian very large enterprise do a poor job at scaling innovation compared to other developed countries like Germany. Is there a program that encourages very small entities or startups to work with SMEs to promote innovation adoption? Ideally, a program or a working group to encourage the buying of local innovation. Thank you.
As Xavier said, I will listen and take your question as a comment. Yeah, I think that one of the things that we see as members of the ecosystem for a long time, ce que nous on a pu observer depuis maintenant plusieurs années, c'est que un des plus gros challenges en fin de compte de nos startups, c'est ce qu'on va appeler en anglais le scaling, la montée en charge, la prise de dimension à grande échelle. Et bien sûr, ce serait naturel qu'on soit, on retrouve nos clients parmi les plus grandes sociétés. Et souvent, ça nous est plus facile. Nos startups nous disent souvent, c'est plus facile d'aller à Mexico City et de se trouver un client que de le trouver ici au Québec. Parce que notre culture n'est pas aussi avancée, je dirais, que celle d'autres. D'ailleurs, je ne sais pas si vous aviez vu les rapports de notre ministère de l'économie ici au Québec. Monsieur Fitzgibbon avait souvent présenté des comparatifs d'adoption au Québec par rapport à l'Allemagne. Et on fait, je ne veux pas dire qu'on est triste, mais pas loin d'un niveau de faible adoption d'innovation. Et pour nous, c'est un challenge parce que les startups, elles sont là pour proposer de nouvelles choses et on voudrait que ce soit les grands qui nous aident, mais on se dit que peut-être qu'un programme de stimulation de ces grands nous servirait tout le monde, quoi, dans le monde, surtout aujourd'hui. Effectivement, parce que dans le contexte actuel où les grands, comme vous dites, vont eux autres aussi là, avoir besoin de restructuration ou en tout cas de revisiter là, leur modèle d'affaires, il faut quand même, parallèlement à tout ça, encourager les partenariats avec les startups parce que c'est le futur, c'est l'innovation, c'est à la base de notre économie du futur, effectivement. Ouais. Puis c'est à eux aussi de se rendre, enfin, ça leur permettrait eux d'être plus compétitifs, j'espère. Et Julien, je t'invite à présenter la prochaine question. On est un peu sur un rythme là parce que le timing l'oblige. Oui, je vais le faire en français aussi. Donc, Julien Chausson de Waystack, on est une compagnie qui automatise des opérations dans l'industrie des déchets, les lieux d'enfouissement, les stations de transfert de déchets et particulièrement, pour rebondir sur ce que disait Christian, nous, 80% de nos clients sont aux États-Unis, ce qui aujourd'hui est un véritable enjeu pour les livrer, et les autres sont dans d'autres provinces canadiennes que le Québec. J'aimerais savoir si également vous aviez prévu des ajustements pour certains programmes qui fonctionnent pour nous permettre de mieux leverager nos dollars en cette période ou agrandir les budgets de certains programmes qui fonctionnent bien ou qui ont bien fonctionné par le passé mais qui sont plus actifs aujourd'hui. Oui, et donc la suggestion là. C'est dans un contexte de relance, Julien, la question? Oui, c'est une des choses que je trouve qui est extrêmement importante aujourd'hui, sur laquelle il faut se focaliser, c'est les ventes. On a vu beaucoup d'aides pour la recherche, mais ce qui est difficile, c'est de vendre. Puis de réussir à s'ajuster la nouvelle réalité pour le faire. Et aujourd'hui, c'est une des choses qui est très risquée, puisqu'on a des programmes qui existent qui pourraient mieux supporter ce type de dépenses qu'on supporte. Et avez-vous un exemple de programme qui fonctionnait bien puis qui pourrait… Oui, un exemple qui fonctionnait bien, il y avait le programme Emploi Jeunesse Vert qui fonctionnait bien. Il y a aussi, je pense aussi au Shred, qui est un programme qui fonctionne très bien, qui pourrait être un excellent levier pour notre cash flow, soit par exemple en étant versé 2 fois dans l'année au lieu d'une. Ça nous aiderait beaucoup sans coûter plus cher au gouvernement. Mais si on pouvait aussi l'étendre, parce que c'est strictement R&D, le Shred, au risque du début de la commercialisation, ce serait une aide fantastique. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de choses?
Ben, je suis justement là pour entendre les suggestions et les propositions. Donc, je note et comme j'ai dit tantôt, on est très ouvert aussi là, à la discussion. Puis tout ce qu'on pourra mettre en place qui va favoriser ou qui va aider va être gagnant-gagnant. Merci. Mm. Oui, et ce qu'on a vu, c'est que y a des programmes et on va vous envoyer un, un écrit des réflexions qu'ont mené tous ces entrepreneurs en préparant cette réunion, mais vous allez voir que ils soulignent des programmes qui ont déjà marché. Il y en a un autre qui était au fédéral qui s'appelait de BCIP. Donc on en a connu plusieurs qui ont été de mode pendant un moment et qui n'existent plus, mais qu'il faudrait relancer avec sa dimension post-Covid. Et une de ces dimensions-là, c'est ce que disait tout à l'heure Julien, c'est qu'effectivement, historiquement, on a eu beaucoup d'aide sur le développement de produits. Et par contre, les startups, peut-être moins les plus grandes entreprises, mais les startups ont besoin d'être aidées dans ce qui est commercialisation. Et si on pouvait appliquer d'une certaine façon, la même logique qu'on applique dans le contexte du shred à la commercialisation, ça changerait la donne pour beaucoup. Surtout dans ces moments où la commercialisation internationale va être de plus en plus difficile. On ne s'attend pas à ce que ce soit plus facile. Alain, je peux t'inviter à faire tes suggestions? Avec plaisir, Xavier. Merci pour l'opportunité. Bonjour, Madame Brière. Et en fait, je peux confirmer tout ce que les collègues entrepreneurs ont mentionné précédemment. Des fois, ça a de l'argent, des fois, c'est des incitatifs pour que les grandes entreprises canadiennes travaillent en collaboration avec les petites. Quand on va à l'étranger, puis c'est vrai que c'est souvent malheureusement plus facile de vendre à l'étranger, on vous demande c'est quoi ta référence chez toi? Et là, on s'attend à un gros nom parce que c'est comme ça qu'on juge et souvent on ne l'a pas. Donc, il y a des impacts à court terme. Je pense que, comme vous l'avez mentionné, vous êtes préoccupés, vous avez réagi rapidement. Il y a beaucoup d'aide pour ceux qui ont des pertes soudaines de revenus, etc. Comme Xavier disait, l'impact va être sur 2 ans. Moi, c'est ce que je crois aussi. Et donc, par conséquent, moi, par exemple, dans l'aéronautique, j'ai des clients comme Airbus, Boeing qui souffrent terriblement parce que leurs clients souffrent eux-mêmes, les compagnies aériennes. Donc, il va y avoir, ça va redémarrer, ça va prendre du temps. Donc, en attendant, il faut diversifier, exporter davantage dans des marchés parallèles. Est-ce qu'on peut imaginer que Développement économique Canada va disposer ou, comme on l'a mentionné précédemment, allouer des budgets plus conséquents, par exemple les programmes d'aide à l'exportation, puisque pour le Canada, c'est un peu, si vous voulez, l'équivalent de retour sur investissement. Je l'ai dit souvent, je le répète aujourd'hui, on réussit au Canada à créer des technologies et des produits de classe mondiale. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Puis on a des appuis, les gouvernements sont de bons partenaires pour créer ça. Mais le retour sur investissement comme payeur de taxes, comme économie, c'est les ventes qu'on réussit à faire de ces produits-là, les exportations qu'on réussit à faire. Et c'est là que je pense qu'il faut être en mesure d'allouer des sommes plus conséquentes probablement que celles d'aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que Développement économique Canada pourrait avoir un programme dans lequel il peut investir directement dans les entreprises sans nécessairement avoir d'autres partenaires comme BDC ou des anges dans certains cas? Ce n'est pas toujours les formules qui sont adéquates pour beaucoup de startups. C'est sûr que ça, c'est pas mal la formule qu'on connaît, hein, à DEC, là, de travailler en partenariat avec BDC puis EDC. Surtout si on parle de gros montants, ça met un peu là, tout ça en perspective. Puis la COVID va nous avoir fait réaliser nos faiblesses hein, dans différents domaines, différents secteurs. Et je pense que dans toute crise, il y a des opportunités qu'il faut saisir pour justement se réorienter ou se réaligner et voir qu'est-ce que comme pays, on a à mettre en place pour favoriser des initiatives comme celles que vous
vous mettez là, sur la table cet après-midi. Oui, tout à fait. Alors, c'est à souhaiter que le but de ces appels-là, c'est effectivement d'aller chercher le input, comment vous autres sur le terrain, qu'est-ce que vous vivez, puis qu'est-ce que vous entrevoyez, puis qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que vos business connaissent un essor ou que ce soit plus facile. Alors, j'entends, j'écoute. Je suis particulièrement sensible quand on parle de red tape, là, puis de longueur et de difficultés à faire affaire au Québec, au Canada. Ça, c'est des choses que j'entends et je vais mettre en priorité. Oui, parce que moi, je peux ajouter à ce que vous présente Alain, il y a des investisseurs qui pourraient, eux, s'engager, mais bon, ils ont eu quand même pas mal de froid, pour tout vous dire, avec ce qui vient de se passer, donc on se cache pas ça non plus, mais ils iront pas avec la même dimension qu'ils auraient fait par le passé. Et donc, nous, on comprend que des organisations comme la vôtre ne soient pas à l'aise de jouer le rôle de banque ou d'investisseur, mais on pense que ça va être de notre côté, nos efforts, nous, aux startups, d'aller chercher ces anges investisseurs ou ce type d'investisseurs, mais on pense que vous pourriez faire levier de ce travail que nous, on fait avec eux pour les accompagner. Et parce qu'eux sont capables de réfléchir start-up, alors que oui, effectivement, quand on parle d'autres systèmes plus établis d'institutions financières, c'est pas toujours le cas. Donc, il y a peut-être une autre façon de jouer le même jeu, entre guillemets, mais en tirant parti d'un autre canal. Oui. Et DEC a toujours été un partenaire, puis veut être un facilitateur aussi. Donc, même en ayant peut-être pas le rôle de banquier, comme vous dites, mais c'est sûr qu'ils sont là comme pivot là, pour accompagner puis être là, vraiment un partenaire de choix dans le développement de vos affaires. Merci. Je vais demander à Nessan. Nessan, c'est quelqu'un que je connais maintenant depuis plusieurs années, qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Je pense pas qu'elle a jamais pensé qu'elle y serait arrivée un jour, mais là, elle nous étonne tous. Nessan, est-ce que je peux t'inviter à présenter une autre perspective? Oui, absolument. Bonjour, Madame Bria. Vraiment, c'est un honneur d'être là. Merci pour votre temps. Puis, merci Xavier pour l'invitation. En fait, nous, je suis cofondatrice et directrice générale de Can Forecast. On applique l'intelligence artificielle à la gestion de l'eau. Et en fait, nos clients, c'est une dizaine de municipalités au Canada. Puis, justement, travailler avec le gouvernement, c'est quelque chose aussi que j'aimerais aborder, dans le sens que il y avait certains programmes, comme Xavier le mentionnait, comme d'autres le mentionnaient avant, comme le BCIP, Building Canada Innovation Program, qui permettait aux startups qui avaient des innovations de pitcher, d'amener leurs innovations vers des plus grands donneurs d'ordre comme Infrastructure Canada, qu'ils n'auraient jamais eu l'occasion d'aller devant eux sans passer par des appels d'offres qu'on aurait perdus parce qu'on est trop petit. Puis ces programmes-là ont été remplacés par d'autres programmes comme Solutions Innovantes Canada. Mais ces programmes-là, il faut qu'on attende qu'il y ait un challenge qui soit proposé. Puis, dans le fond, on est plus passif que proactif. Puis, j'aimerais savoir s'il y a des équivalents de ce fameux Building Canada BCIP qui s'en viennent, ou est-ce que vous avez pensé à faire quelque chose comme ça pour le Québec? Merci pour l'intervention, Naïsan. J'ai pas la réponse là, directement cet après-midi, mais c'est comme on est en mode écoute, on note votre intervention. Oui. Parfait. Merci. Oui, l'important, c'est cette notion que Nessan a soulignée de passif par rapport à proactif. Il y a des organismes chez vous qui voudraient être plus proactifs dans le sein des gouvernements et de commander à des solutions plus novatrices. Et je peux vous raconter plein d'histoires là-dessus, mais de leur réouvrir la porte, ça pourrait être très intéressant, surtout dans ces temps de crise. Je vais demander à Sean de se joindre à nous. Sean qui représente Pivot Hub, lui qui connaît bien le Québec d'un bout à l'autre. Sean, tu es là?
Oui, merci Xavier. Bonjour Madame Brière. Donc, Sean Collin, président de Pivot Hub. On est une plateforme qui outille à peu près 2000 entreprises, petites entreprises du secteur alimentaire, principalement au Québec. On est un genre de Amazon des boissons artisanales. On a un problème bizarre actuellement. On n'a jamais eu plus de demandes pour nos services. Malheureusement, nos clients n'ont jamais eu plus de difficultés à nous payer, d'un côté. De l'autre côté, on a un contrat de 500 000 qui attend d'être réalisé avec un partenaire clé aux États-Unis. Puis avec le COVID, il y a eu une suspension des activités de commercialisation. On travaillait avec certains partenaires justement CED, avec PEX, puis on essaie de travailler avec Canexport. On est à 95 000 de revenus historiques sur le average. Évidemment, la baisse subséquente de revenus en raison de la perte de nos clients nous empêche de réclamer le Canexport. Est-ce que ça serait possible, d'un côté, possiblement, d'alléger le red tape par rapport à la mesure de revenus pour accéder à Canexport? De l'autre côté, possiblement appuyer un peu comme le MEI faisait avec un crédit d'impôt pour l'intégration des TI dans les entreprises. Nous, on est là pour justement repartir l'économie puis la garder en vie avec des effectifs qui sont distribués. Ça serait vraiment cool d'offrir à nos clients, justement, au lieu de leur donner des solutions gratuites en ce moment, en se disant on va essayer de vous aider, puis de pouvoir s'assurer d'avoir un meilleur contexte, autant économique que sécuritaire, vraiment en éliminant justement les transactions physiques le plus possible. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est en train d'être regardé de votre côté. Je vais vous dire qu'il y en a beaucoup de projets sur la table actuellement, et puis avec toutes les questions puis les demandes qui surgissent à droite et à gauche, là, les cabinets ont les oreilles rouges, ça c'est sûr et certain. Mais on est là pour répondre au plus de monde possible. Et c'est sûr que, tu sais, il va toujours avoir l'exception de l'exception, là, que là, à un moment donné, quand même qu'on veut étendre notre filet social et couvrir le plus de gens possible, il y en a qui vont toujours passer à travers les mailles. Mais l'idée de tout ça, c'est de vous entendre, de prendre en considération vos préoccupations. Et quand ça fait plusieurs fois qu'on entend le même genre de préoccupation, ben c'est après qu'on est capable de mettre en place les meilleurs programmes pour faire en sorte de répondre au plus de gens possible. Et il me reste 2 intervenants, Madame Brière. Je vais demander à Julie Hubert de Workland. Julie, tu peux te présenter et nous faire part de ta préoccupation? Oui, bonjour, Madame Brière. Merci de nous écouter. Donc, beaucoup de questions qui ont été posées. Je vais changer un petit peu mon approche pour ne pas être redondante. Donc, Julie Hubert, CEO, fondatrice de Workland. On est une entreprise spécialisée en technologie de recrutement. On utilise l'intelligence artificielle pour faire le match entre les candidats à la recherche d'emploi et les employeurs. Puis je pense qu'on veut jouer un grand rôle dans la réintégration des bassins de travailleurs qui ont tout récemment perdu leur emploi. Donc, on est vraiment en phase de préparation de choses pour aider la situation. Donc, on est commercialisé depuis 2015. Donc, je partage l'opinion de mes collègues start-up. Oui, c'est difficile de percer, d'avoir de l'écoute, surtout des gros. Puis souvent, on est en compétition contre des grosses firmes américaines qui ont des millions, qui ont été financées à 150 millions. Puis même si notre technologie elle est meilleure, on paraît plus petit. Et si même ici au Canada, les entreprises ne nous encouragent pas, bien, ça ne nous aide pas non plus à l'international. Donc, avec la situation, c'est sûr que beaucoup d'entre nous, on a moins de ressources même qu'avant. Et je trouve ça bien, les initiatives comme Panier Bleu pour préconiser les achats locaux. Mais ultimement, pendant la pandémie et après, si les entreprises ne sont pas données des incitatifs pour choisir d'aller travailler avec des technologies du Canada, ça ne fonctionnera pas, ça ne sera pas viable à long terme. Donc, les gens vont chercher des économies, ce qui est plus facile. Et donc, il y a beaucoup de grappes technologiques qui ne survivront pas parce qu'on n'aura pas de contrat et ça va devenir de plus en plus difficile parce que même les gros vont avoir encore plus faim qu'avant. Donc, est-ce que vous avez des initiatives, ma première question, pour justement donner des incitatifs pour que quand les entreprises se transforment au niveau digital, le font principalement avec des solutions canadiennes.
Puis justement, j'ai un exemple concret. On est dans le processus, dans un appel d'offres avec le gouvernement fédéral. Puis une des questions que j'ai posées, c'est allez-vous privilégier des fournisseurs canadiens? Et les gens ont dit non, on n'a aucune intention de le faire, que ça vienne de l'Europe ou des États-Unis. Donc, si même le gouvernement ne préconise pas ça, bien, c'est sûr que les grandes entreprises et tout le reste ne suivront pas. Fait que, avez-vous eu des réflexions à cet effet-là? Et si oui, qu'est-ce qu'on pourrait voir venir sur le marché prochainement? Merci pour votre intervention. C'est très d'actualité. Effectivement, on voit un bel engouement là, pour l'achat local dans le cadre de la pandémie. Puis, on souhaite que ça va perdurer après. J'ai entendu des préoccupations par rapport à la livraison puis au délai. Je comprends là, que ça ne touche pas nécessairement votre milieu, mais il y a des gens qui me disaient, si j'achète un livre sur Amazon, je vais l'avoir gratuitement dans les 24 heures à ma porte, alors que si je l'achète dans une librairie du Québec, ça va prendre une semaine, puis ça va me coûter un frais de livraison. Donc, c'est sûr que si on veut continuer dans cette veine-là, dans cette belle poussée d'achat local, il va falloir mettre en place des incitatifs pour que ça continue. Pour ce qui est des appels d'offres, notamment au niveau fédéral, les appels d'offres sont souvent à l'international. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de préférences qui sont accordées nécessairement aux entreprises canadiennes. Mais cela dit, encore une fois, la COVID nous donne une opportunité de revoir nos façons de faire. Et si c'est pour donner un coup de pouce à nos entreprises, ben, moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait envisager. Merci. Je vais demander à deux derniers participants, Martin Lafrance et Guy Doucet. Peut-être, Martin, tu peux commencer avec ta question ou ta proposition? Oui, bonjour. Merci de nous permettre de pouvoir intervenir. Je me présente Martin Lafrance, je suis président et cofondateur de YouEat, une solution de commande en ligne pour la restauration. Donc, nous, on a des clients, on existe depuis 3 ans. On est 40 employés chez YouEat et on a des clients partout dans le monde en termes de commandes en ligne. Ma question, ma recommandation va comme suit. On sait actuellement qu'avant la crise, il y avait un trou dans la chaîne des capitaux au Québec et au Canada pour les startups. Donc, souvent, ce qui se passe, c'est que c'est facile d'aller chercher du financement en début de projet. Une fois qu'on a démontré que la compagnie est bien décollée, ça va bien aussi, mais juste avant de prendre son envol, c'est souvent à cet endroit-là où on a besoin de soutien. Nous, on est privilégiés chez YouEat, on a le pari, on a une entente avec DEC, on a des fonds de la BDC, de tous les intervenants au Québec. Par contre, quand on regarde de près les programmes que vous avez mis en place, puis félicitations pour ça parce que ça a été très bien reçu. Mais pour les startups, il n'y a rien. Et quand je dis il n'y a rien, c'est qu'il faut parler avec les gens de la BDC pour comprendre que finalement, l'argent était réservé aux entreprises qui étaient rentables, donc qui étaient à EBITDA positif avant la crise. Donc, ce n'est pas du tout le cas des startups. Simplement parce que notre modèle d'affaires, nos modèles de revenus sont des modèles de croissance rapide, donc on brûle beaucoup d'argent. Par contre, on est des business extrêmement viables et on est des entreprises qui créent beaucoup de valeur pour l'économie canadienne. Fait que là, on n'est pas éligible à ces programmes-là. Nous, on a une masse salariale de plus d'1,5 million, donc on n'est pas non plus admissible au programme du 40 000. On n'a pas perdu plus de 15 ou 30 % de nos revenus par rapport à l'année dernière parce qu'on est en croissance, ni par rapport à janvier-février. Donc, on n'est pas admissible. Vous me voyez venir, on n'est pas admissible à aucun des programmes. Donc là, je me dis, comment on finance ça, une startup? Et il y a l'investment banking qui avait développé un produit qui s'appelle RBF, c'est Revenue Based Financing. Donc, c'est un multiple de nos revenus récurrents. Ça se fait beaucoup dans le SaaS. Donc, imaginons que vous avez 500 000 ou 200 000 de revenus récurrents par mois. Ils vont souvent donner jusqu'à 10 fois la capacité. Donc, un prêt de 2 millions décaissable sur l'atteinte de cible. Ce qui se passe actuellement dans le marché, c'est que tous ces firmes-là qui font ça généralement sont plutôt en repli. Actuellement, ils consolident leur investissement, ils protègent leur investissement. Donc, je pense qu'au niveau du gouvernement fédéral, il devrait peut-être y avoir au niveau
des programmes, des choses axées pour aider les startups à passer à travers de ça parce que, comme je vous le disais d'entrée de jeu, on va créer beaucoup de valeur. Par contre, si il y a rien qui est fait actuellement, ben le risque, c'est qu'on retrouve beaucoup des startups qui avaient énormément de potentiel en difficulté financière. Donc, c'était un commentaire. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Oui, merci. Puis effectivement, c'est sûr que comme on l'a dit tantôt là, à d'autres intervenants, les startups passent dans le un peu rentrent pas dans les programmes actuels là, qui ont été proposés. On en est bien conscient. On espère que les modalités là, qui vont être annoncées cette semaine pour le 675 millions de DEC et le 287 millions de SADC va vous permettre d'aller chercher de l'aide et du support de ce côté-là. L'important, c'est de retenir qu'on a été très présent, très proactif, puis très réactif aussi. Alors, si on constate encore qu'il faut faire quelque chose, on a aidé de façon générale d'abord les particuliers. Après ça, on a aidé les entreprises. Et là, vous remarquerez, on commence à faire des aides plus sectorielles. Alors, peut-être qu'il y aura éventuellement quelque chose qui sera plus ciblé pour les startups. Merci. On a une dernière question de Guy Doucet. Guy, vas-y, il nous reste que 2-3 minutes avec Madame Brière. Donc, Alors, merci. Bonjour, Mme Brière. Merci de nous accueillir cet après-midi. Martin a déjà très bien couvert la question. Je vais juste rajouter un petit élément. Nous, le marché de la restauration, moi aussi, intelligence artificielle, mais dans le secteur de l'approvisionnement et de la gestion des stocks là, de vin, principalement chez nous. Marché assez niché. J'anticipe perdre environ 50% de mes clients potentiels au Québec et au Canada dans l'année qui vient. Fait que ma prochaine question, elle est simple, c'est que comme je dois aller à l'international pour atteindre le même niveau critique de clients, est-ce que et que je ne peux pas voyager. Alors, nous, ce qui est arrivé, notre aide premier exportateur de Canexport a été refusée en nous disant qu'on ne pouvait plus embarquer dans un avion. Le MEI au Québec nous dit qu'on ne peut plus embarquer dans un avion et je dois, pour survivre, vendre à l'extérieur. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que c'est possible de considérer assez rapidement une révision, principalement du programme premier exportateur de Canexport pour nous permettre d'intégrer les technologies numériques comme outil de commercialisation. Comme dans mon cas, moi, ça va passer par des porte-paroles. On doit bâtir des contenus numériques où on doit avoir des porte-paroles qui sont locaux, qui vont nous permettre de faire du reselling local. Alors, tous ces éléments-là, actuellement, lorsqu'on parle avec les autorités de Canexport ou MEI, j'ai l'impression d'être un martien avec des antennes sur la tête. Peut-être juste considérer ça dans votre révision. Oui, tout à fait. Ça, le virage technologique, là, je m'excuse, je ne sais plus si c'est tantôt qu'on le dit en introduction ou à l'autre webinaire là, auquel je participais juste avant, mais c'est une demande qui nous est faite là, pour être capable de prendre l'envol ou d'assurer la relance, site transactionnel, stratégie numérique. Et plusieurs entreprises n'ont pas les ressources à l'interne aussi pour mettre tout ça en place. Donc, quand on parle de support, pas toujours en termes d'argent, mais en termes de support, d'accompagnement, c'est un domaine qui pourrait recevoir de l'aide. Tout comme tantôt, on a parlé d'autonomie pour le Canada, pour le Québec. Je pense que la crise va nous avoir ouvert les yeux de ce côté-là. Oui, il y a la mondialisation, la globalisation, mais au-delà de ça, on a constaté qu'il fallait être capable de s'auto-fournir, en tout cas dans différents secteurs. Alors, c'est à souhaiter qu'il y aura des initiatives de prise, des stratégies mises en place pour favoriser ça. Et puis moi, je suis très fan des bons vins et donc d'avoir une source sécurisée de bons vins est très importante. Ouais. Un peu d'humour, mais aussi d'envie. Je voulais qu'on ferme cette session parce qu'on en est arrivé à la fin du temps que vous nous avez accordé et vous faire un grand remerciement. On est vraiment très heureux de pouvoir avoir pu s'exprimer et d'avoir votre écoute. Je pense que je peux parler de la part de tout le monde en vous disant ça.
Et sachez aussi qu'ils ont aussi travaillé tout un dossier en amont qu'on va vous remettre et on espère pouvoir travailler avec votre agence de développement économique Canada. Je sais qu'ils sont à l'écoute, ils participent à la session aujourd'hui et on veut pouvoir surtout continuer ce dialogue. On l'apprécie beaucoup déjà de l'avoir démarré, mais on veut pouvoir le continuer à travers les mois qui suivent. Oui, tout à fait. Puis c'est une des préoccupations premières de la ministre Joly. Elle est la seule à avoir 6 secrétaires parlementaires parce que son souhait était de se rapprocher, d'être vraiment là, sur le terrain pour entendre, être à l'écoute et vraiment près des gens. Et la COVID nous a donné cette, je ne peux pas dire malheureuse opportunité là, de pouvoir se rapprocher. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est dans un contexte difficile, ben, ça nous a donné l'occasion d'être près des gens. Ça, moi, ça me comble et je veux que ça continue, effectivement, parce que vous êtes les acteurs économiques de notre Québec, de notre Canada. Alors, il faut qu'on continue ce dialogue pour vous écouter. Et c'est en ayant, comme je disais tantôt, la matière première qui vient de vous, le input, qu'on est capable de déployer les meilleures mesures, celles qui répondent le mieux à vos besoins. Écoutez, je vous dis donc merci encore une fois. Thank you. Et puis, j'espère à bientôt. Et au revoir à tout le monde et grand merci à tout le monde d'avoir participé. Je vous souhaite tous une bonne soirée. Merci, pareillement. Merci, Xavier. Merci. Merci, Xavier, pour l'organisation.